Madame T, 26 ans, consulte aux urgences de l'hôpital dans lequel vous exercez pour céphalée intense, évoluant depuis 24 heures. Cette patiente est de retour d'un voyage à Hanoï lorsque les maux de tête sont survenus. Elle n'a pas d'antécédent particulier, hormis un tabagisme actif à 3 paquets années, et son unique traitement est une prise quotidienne de cycléane 30. Vous notez la notion de phlébite à répétition chez la mère et une de ses sœurs. À l'examen, vous retrouvez une patiente somnolente mais réveillable. Elle se plaint de céphalée continue, non pulsatile, en casque, associée à des nausées et des vomissements. L'examen neurologique est par ailleurs normal. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques à ce stade? Vous réalisez une imagerie cérébrale en urgence, interprétez les clichés fournis et votre diagnostic. Troisièmement, quelle est votre prise en charge des 24 premières heures? Devant vos yeux, la patiente chute, les yeux révulsés, puis ses muscles se tétanisent pendant une dizaine de secondes avant d'être prise de mouvements cloniques bilatéraux. Quelle est votre prise en charge immédiate? Cinquièmement, quelle est votre conduite à tenir en cas de non-résolution à 5 minutes? Question numéro 6, puis à 30 minutes. Question numéro 7, quelles sont les autres complications à craindre à la phase aiguë? Question numéro 8, quelle est votre hypothèse étiologique concernant la pathologie de Madame T? Justifiez votre réponse. Question numéro 9, quel bilan réalisez-vous afin de confirmer votre hypothèse? Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? On s'inscrit ici dans le cas d'une patiente présentant des céphalées aiguës, non brutales et assez intenses. Le cadre nosologique des céphalées aiguës, pour essayer de balayer un petit peu l'ensemble des étiologies, il faut toujours réfléchir de manière systématique et organisée. Tout d'abord, penser que la maladie, la céphalée peut être liée à une cause intracrânienne. Deuxièmement, elle peut être liée à une affection régionale. Donc là, on parle de tout ce qui est ophtalmo, ORL. Réfléchir après en termes de maladie générale. Et enfin, les causes idiopathiques. On va détailler bien ici dans la réponse à cette question les causes intracrâniennes, les causes régionales, les maladies générales qui peuvent être à l'origine du telle céphalée. On va voir aussi qu'il y a certaines étiologies qui sont à ne pas manquer dans ce dossier. Donc dans les causes intracrâniennes, on voit ici qu'il ne fallait pas passer à côté du possible diagnostic d'hypertension intracrânienne aiguë, qui peut avoir des origines diverses, comme la thrombophlébite cérébrale, une tumeur ou un abcès. Si vous ne m'aviez pas parlé de la possibilité d'hypertension intracrânienne, c'était un PMZ à la question, car la patiente était effectivement somnolente, avec des vomissements en jet. C'était donc le premier diagnostic à évoquer. Ensuite, on peut rechercher d'autres intracrâniennes, notamment des causes infectieuses, comme une méningite, ou une méningoencéphalite, bien que là, la patiente n'avait pas de signe de localisation précis. Une cause comme une hémorragie méningée ou une dissection d'une artère cervicale. Dans les causes générales, l'hypertension artérielle maligne est une cause facilement dépistable de céphalée aiguë et intense. Et surtout là, je vous incite à penser quand même, chez cette patiente qui revient de Hanoï, penser au neuropaludisme. Il faudra l'interroger sur la prise en charge la prise d'un traitement prophylactique. Enfin, dans le cadre des affections loco-régionales, ce type de céphalée peut être entraîné par un glaucome aigu à angle fermé, une sinusite aiguë ou un abcès dentaire. On ne retrouve en général pas ce caractère somnolent de la patiente, mais quand même, je pense que c'est bien d'en parler car ce sont des urgences diagnostiques à côté desquelles il ne faut pas passer.
Enfin, les causes idiopathiques me semblent ici beaucoup moins probables. Il pourrait s'agir d'une première crise de migraine ou d'une névralgie, mais vraiment le caractère extrêmement intense de la céphalée, surtout la somnolence, les nausées, les vomissements, n'allait pas en faveur de ces diagnostics. Là, comme je vous l'ai dit, devant ce tableau clinique, le premier diagnostic à évoquer était celui d'hypertension intracrânienne, dont il fallait dépister, chercher la cause. Premier examen réalisé, c'était donc une imagerie cérébrale. Donc, on vous fournissait ici des clichés, ces deux clichés qui sont des clichés d'IRM cérébral. Alors, vous êtes toujours perdu quand quand vous êtes face à une imagerie. Souvent, des fois, même si les clichés sont pas très bonne qualité, vous arrivez à... Ça vous désespère un petit peu, mais ça peut être le cas. Donc, premier réflexe, c'est de préciser de quel type d'imagerie il s'agit. Là, on voyait bien que c'était une imagerie, on a une très belle définition des structures cérébrales, où on n'a pas... l'os est moins bien vu que dans un scanner, il s'agissait donc d'une IRM. Le scanner, c'est vraiment une imagerie osseuse qui est de très bonne qualité, mais une imagerie parenchymateuse beaucoup moindre. De beaucoup moins de qualité. Donc là, on était devant une imagerie cérébrale de type IRM. Il va falloir ensuite préciser la coupe. Donc là, vous avez deux coupes différentes avec lesquelles vous avez un petit peu moins l'habitude. Donc première coupe, c'est celle-ci, c'est une coupe sagittale. Les coupes sagittales, c'est les coupes comme ça qui passent vers le milieu. Elle peut être sagittale ou parasagittale selon le niveau auquel on est. Ça vient du latin sagitta, qui veut dire flèche, donc ça vous transperce comme une flèche. Ensuite, là, c'est les coupes coronales qui passent à ce niveau-là, à différencier, bien évidemment, des coupes transversales ou horizontales. Donc là, on avait une coupe sagittale et là, une coupe coronale. Ensuite, il va falloir préciser la séquence. La séquence, là encore, c'est toujours votre plus grosse difficulté. Donc, un réflexe. Regardez le liquide céphalorachidien. Si le liquide céphalorachidien est blanc, c'est facile, vous êtes dans une séquence T2. S'il est noir, il va falloir après regarder le ruban cortical. Donc par exemple ici, le LCR est noir, on regardait le ruban cortical, donc tout ce qui est au bord des sillons, comme ça c'est le cortex. Et si le ruban cortical, soit la substance grise, est plus foncé que la substance blanche qui est plus profonde, on est devant une séquence T1. C'était le cas ici. Si par contre le cortex est plus clair que la substance blanche, on est dans une séquence flair. Okay ? Sur cette imagerie-là, c'est un petit peu difficile, on n'a pas une vision nette au niveau du liquide céphalorachidien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un cortex qui est plus blanc, on voit là un peu les sillons en coupe, qui est plus blanc que la substance blanche. Donc on est très probablement dans une séquence pondérée T2, soit un flair, soit un T2 vrai, mais on ne voit pas la tonalité du liquide céphalorachidien. Donc moi j'ai dit qu'on était devant une IRM cérébrale en séquence T1 en coupe sagittale et une IRM cérébrale en séquence T2 ou pondérée T2 en coupe coronale. Ce qu'il fallait voir sur ces deux clichés, c'était ces hypersignaux-là. Je vais vous les montrer après sur les coupes. Il fallait voir ces hypersignaux. Donc je vous rappelle que quand on est en IRM, on utilise le terme de signal ou d'intensité et surtout pas le terme de densité qui est réservé au scanner. Dans les deux, IRM ou scanner, quand on dit hyper, c'est que c'est plus blanc. Donc là, on avait une hyperdensité, T1 et T2, qui était localisée au niveau du signal du sinus latéral gauche et on voyait bien aussi sur la coupe coronale au niveau du sinus longitudinal supérieur. Ce qu'il fallait préciser ici, c'est qu'il y avait en plus des signes négatifs, on ne voyait pas autre chose, on n'avait pas de lésions intracérébrales visibles, mais on n'avait pas non plus de complications de cette thrombophlébite cérébrale, puisqu'il s'agissait ici du diagnostic à évoquer. Donc je vous rappelle bien, ici ces hypersignaux qui sont localisés au niveau, donc là probablement en parasagittal, au niveau du sinus latéral gauche, ici au niveau du sinus longitudinal supérieur. Ce qui est hyper intense en T1 et en T2, c'est le sang frais. Donc là, ça correspond à un thrombus endoluminal frais au niveau du sinus longitudinal supérieur et du sinus latéral gauche. On recherchait en plus cette imagerie les signes négatifs
qu'on peut voir les complications qu'on pourrait voir éventuellement dans une thrombophlébite cérébrale, et on ne voyait pas ici ni d'hémorragie méningée, ni de signes d'infarctus veineux, ni d'hydrocéphalie éventuelle. C'était important de vous le préciser. Donc l'aspect radiologique est évocateur d'une thrombophlébite cérébrale, du sinus longitudinal supérieur et du sinus latéral gauche non compliqué. La prise en charge des 24 premières heures, on a vu tout à l'heure la prise en charge de l'accident ischémique cérébral, qui est à connaître sur le bout des doigts. Et bien la thrombophlébite cérébrale, c'est pareil, c'est à connaître sur le bout des doigts. Et vous verrez qu'il y a certaines mesures qui reviennent. C'est toujours une prise en charge urgente, en service de soins intensifs. La mise en condition va être la même. On va mettre en place une voie veineuse périphérique, une sonde nasogastrique, une sonde urinaire. On va mettre le patient en repos strict au lit, avec un monitoring cardio-tensionnel et un monitoring de la saturation pour adapter l'oxygénothérapie. Là, par contre, la thrombophlébite cérébrale représente une indication formelle à l'anticoagulation curative. Et ça, qu'elle soit ou non compliquée d'une hémorragie intracérébrale. Parce que je vous rappelle que dans la thrombophlébite, on le verra tout à l'heure, elle peut se compliquer d'un infarctus dit veineux, et ces infarctus veineux sont souvent hémorragiques. Mais même s'il y a un infarctus veineux hémorragique, on met quand même l'anticoagulation curative. Parce que c'est ça qui va traiter la cause, qui est la thrombophlébite cérébrale. Donc le traitement anticoagulant, qui va se faire par héparine non fractionnée, par voie intraveineuse. Je vous ai mis les doses, le bolus, puis l'administration à la dose de 20 unités kilo/heure à la seringue électrique. Vraiment, ça c'est essentiel. On n'est pas dans le cadre d'un AVC banal, on est dans le cadre d'une thrombophlébite cérébrale. Il faut la traiter, qu'elle soit compliquée ou non. Ensuite, le traitement étiologique, je vous en dis un petit mot, parce que certaines thrombophlébite cérébrale peuvent être associées à un foyer infectieux local, notamment ORL, comme une mastoïdite. Et il va falloir traiter ce foyer s'il est mis en évidence. Enfin, toutes les mesures qu'on a vues dans la prise en charge neurovasculaire, le traitement de l'hyperglycémie, le traitement de l'hyperthermie, systématique. Vous pensez souvent au traitement antiépileptique, je suis convaincue, hein, la comitialité est une complication fréquente de la thrombophlébite cérébrale. Toutefois, en neurologie, on préfère ne pas mettre de traitement antiépileptique de façon systématique si le patient n'a pas crisé. Enfin, dans ce cadre, la surveillance va être là encore essentielle. Ça va être une surveillance, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'état de conscience, de l'examen neurologique, mais aussi de toutes ces mesures qu'il va falloir contrôler, comme on l'a vu en neurovasculaire, la tension artérielle, la température, la glycémie capillaire. La surveillance, enfin, biologique du traitement par héparinothérapie. Je vous rappelle que l'héparine non fractionnée se surveille sur le TCA, avec un objectif d'être dans un TCA égal à 2 à 3 fois le témoin. Et si par contre le TCA est initialement perturbé, comme ça peut se voir dans certaines coagulopathies, il faudra dans ce cas le surveiller sur l'héparinémie. Ne vous faites pas avoir dans le cas d'une thrombophlébite chez quelqu'un qui a un syndrome des antiphospholipides. C'est l'héparinémie qu'il faudra doser dans ce cas-là. On surveillera aussi bien sûr la tolérance du traitement par héparinothérapie par la numération plaquettaire qui est bi-hebdomadaire. Ceci me donne l'opportunité de vous parler des AVC dans lesquels il va falloir anticoaguler. Les grandes indications de l'anticoagulation dans l'accident vasculaire cérébral sont, comme on l'a vu ici, la thrombophlébite cérébrale. Deuxièmement, la dissection artérielle extracrânienne. Ensuite, il va s'agir des troubles de la coagulation, comme un syndrome des antiphospholipides, par exemple, ou un déficit en antithrombine 3 dans les causes congénitales. Il va s'agir aussi, bien sûr, des causes cardio-emboliques, comme un trouble du rythme supraventriculaire, par exemple. N'oubliez pas aussi
du danger de l'anticoagulation dans les accidents vasculaires cérébraux massifs. Je ne pense pas qu'on vous pose la question d'une anticoagulation chez un sujet qui a un très gros AVC, mais quand c'est le cas en neurovasculaire, on met en général une anticoagulation un petit peu hypocrite, mais vraiment là, je ne pense pas que ce soit au programme de l'ENC. Donc rappelez-vous les grandes indications de l'anticoagulation dans l'accident vasculaire cérébral: thrombophlébite, dissection extracrânienne, coagulopathie et bien sûr les causes cardio-emboliques beaucoup plus fréquentes comme une ACFA par exemple, à dépister en urgence. Suite de l'énoncé. Devant vos yeux, la patiente chute, les yeux révulsés, ses muscles se tétanisent pendant une dizaine de secondes avant d'être pris de mouvements cloniques bilatéraux. Description classique d'une crise comiciale. Je vous demande votre prise en charge immédiate. Alors, gare à ceux d'entre vous qui me disent « je reste, je regarde et je vois ce qui se passe ». Vous êtes dans un service hospitalier, il va falloir prendre les devants. Et prendre les devants, c'est avant tout les mesures générales. Elles ont toute leur importance de cette prise en charge parce que, quelle que soit la durée de la crise comiciale, la souffrance peut être hémodynamique et respiratoire dès le début de la crise. Et c'est là tout l'intérêt de ces mesures, comme d'assurer la liberté des voies aériennes et mettre en place une oxygénothérapie rapidement. Ensuite, grand PMZ de la neuro, dès qu'il s'agit d'un malaise, d'une perte de connaissance, d'une crise, pensez à l'hypoglycémie, à rechercher en urgence et traiter bien sûr. Ensuite, la prévention des traumatismes avec la mise en position latérale de sécurité, la mise en place d'une voie veineuse périphérique, et oui, c'est possible, même quand le patient est pris de mouvements cloniques bilatéraux, il faut simplement le personnel adapté. Ensuite, surveiller l'état hémodynamique de façon continue de cette malade et lutter contre l'hyperthermie. Vous allez, en plus, le temps que ces mesures générales soient mises en place, prescrire une injection immédiate d'un antiépileptique d'action rapide de type benzodiazépine, donc il peut s'agir d'une ampoule de diazépam ou de clonazépam à injecter en environ 3 minutes. Donc ne restez pas sans rien faire chez un patient qui crise devant vos yeux. C'est le message que je veux vous faire passer. Ensuite, si la crise perdure, je vous réfère là à la conférence de consensus de la Société française d'anesthésie réa de 95 sur la prise en charge de l'état de mal épileptique. Je vous rappelle qu'on parle d'état de mal chez un patient dont la crise se prolonge trop longuement ou qui a des crises trop répétées sans retour à l'état normal de la conscience. Donc là, si la crise se prolonge même au-delà de 5-10 minutes, on peut rentrer dans la définition de cet état de mal épileptique. Donc il faut connaître la prise en charge, l'évolution de cette prise en charge avec le temps. Donc à 5 minutes, si la crise ne rétrocède pas, il va falloir dans un premier temps renouveler l'injection de benzodiazépine et dans le même temps mettre en place un traitement par antiépileptique d'action prolongée comme la phénitoïne, souvent préférée des réanimateurs, ou le phénobarbital. Vous allez surveiller toujours l'état cardio-respiratoire du malade, car la souffrance hémodynamique peut apparaître à n'importe quel moment, à 5 minutes, à 20 minutes ou à 30 minutes. Ok ? Donc n'oubliez pas de maintenir les mesures générales de surveillance. À 30 minutes, on continue d'évoluer, on a mis en place 2 fois un antiépileptique d'action rapide, puis un antiépileptique d'action prolongée. Si ça continue, on va continuer à augmenter les doses de phénitoïne ou ajouter le phénobarbital si ce n'est pas l'antiépileptique qu'on avait choisi initialement. En dernier recours, on mettra en place une anesthésie dite barbiturique par thiopental, toujours sous ventilation contrôlée. Donc vraiment, il faut connaître cette prise en charge, bien qu'elle ne soit pas strictement consensuelle, hein, on n'a pas, mais elle a été quand même bien dictée par la Société française d'anesthésie réa de 95. Vous pouvez trouver les textes en tapant consensus, état de mal épileptique sur Google, c'est très simple. Les autres complications à craindre à la phase aiguë en cas de thrombophlébite cérébrale. Donc on a vu que beaucoup de patients font des complications convulsives, mais il y a des risques aussi, j'en ai déjà parlé, d'infarctus veineux, souvent hémorragique. Donc un infarctus veineux, c'est pas comme un accident ischémique artériel. Il n'est pas systématisé dans un territoire artériel. Il est souvent en regard du thrombus, du sinus en question. Et il y a une complication hémorragique très fréquente qui ne doit pas empêcher de traiter la patiente par anticoagulant curatif. Je vous le répète.
Ensuite, autre complication, c'est l'hémorragie méningée. Enfin, on peut avoir les complications de l'hypertension intracrânienne, notamment la cécité. Chez Madame T, on pouvait émettre une hypothèse étiologique. L'hypothèse est celle d'une thrombophilie, parce qu'on a une histoire compatible dans la famille avec, en particulier, des thromboses veineuses récidivantes chez la maman ou chez la sœur. En plus, chez elle, le fait qu'elle ait fait une thrombose avant l'âge de 45 ans et de localisation inhabituelle, quand on dit localisation inhabituelle, ça veut dire pas au niveau des membres inférieurs, doit faire rechercher de manière systématique ce qu'on appelle une thrombophilie. Le bilan à réaliser, il est assez complexe. Il est là encore bien précisé dans une conférence de consensus récente sur les coagulopathies. Vous devez déjà viser de dépistage, faire une NFS, une numération plaquettaire, un TP, un TCA. Ensuite, vous allez les rechercher des causes de coagulopathie acquises ou congénitales. Dans les causes congénitales, recherchez notamment un déficit en antithrombine 3, un déficit en protéine C, recherchez une mutation du facteur 5, Leiden, recherchez une mutation que vous n'avez pas à connaître le petit nom, mais elle s'appelle 20210A du gène de la prothrombine. Dans les causes acquises, vous allez rechercher des anticorps anticardiolipines. En cas de TCA allongé, vous allez faire la recherche d'un anticoagulant circulant. Et si vous avez un anticardiolipine présent, vous allez rechercher en plus des anticorps qui s'appellent des anti-bêta-2 GP1. Voilà, donc tout ce bilan, il faut essayer de ne pas en oublier certains items. Vraiment, là encore, je vous réfère à la conférence de consensus sur le bilan de la thrombophilie, qui date de 2007. Elle est très importante et très bien faite. Enfin, je vous rappelle ce papier de la Société française d'anesthésie réa de 95 sur la prise en charge de l'état de mal épileptique. Comme vous voyez, on a évoqué au cours de cette conférence des problèmes essentiels, notamment sur le plan nutritionnel, toutes ces petites questions de l'internat qui vous paraissent probablement dérisoires au regard des grosses questions qui vous font peur, peuvent avoir leur importance le jour de l'ANC. Donc n'oubliez pas la question prescription d'un régime, n'oubliez pas la question de dénutrition et référez-vous aux conférences de consensus dont on a parlé. Notamment sur le plan de la gériatrie, je pense que c'est un sujet qui est très actuel, tant sur le plan bien évidemment nutritionnel, mais aussi sur le plan du patient âgé avec des troubles cognitifs qui peuvent être tout à fait tombables lors d'un dossier transdisciplinaire d'ENC. Enfin, on a vu au cours de 2 dossiers la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral, soit artériel, soit veineux. Là encore, ces 2 dossiers laissent cours à toute l'imagination des gens qui rédigent les dossiers. On peut faire quelque chose de très 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 transversal avec l'AVC. On peut faire quelque chose aussi qui doit être très précis sur le plan de la correction, sur le plan de la prise en charge. Vous risquez de perdre des points pourtant facilement gagnés si vous ne connaissez pas toute la prise en charge spécifique, la prise en charge de la tension artérielle, du débit sanguin cérébral, de la glycémie et de la température au cours d'un AVC. Donc n'oubliez pas, les conférences consensus que je vous ai citées ne sont pas des conférences de consensus vraiment sorties de nulle part, elles sont très actuelles, elles sont très récentes et de ce fait elles sont très tombables. Donc je vous incite à passer un peu plus de temps sur le site de l'ANAS. Voilà, bon courage.